Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant 1 heure en compagnie de ma camarade Ombline. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Pendant cette heure, nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles. Votre vécu, comme vous le savez, nous intéresse. La mort est tabou et la question de la fin de vie divise. Pour certains, il est primordial de mourir dans la dignité, de disposer de son propre corps. Pour d'autres, on ne peut pas programmer sa mort. C'est inconcevable. En France, l'euthanasie est illégale. Pour un patient malade aujourd'hui, un médecin se doit d'utiliser les soins palliatifs et la sédation profonde et continue jusqu'au décès, un processus voté dans la loi Claes-Leonetti en 2016. Pourtant, de nombreux Français se rendent aujourd'hui en Suisse et en Belgique pour mourir ou pour aider un proche à mourir. En Suisse, on parle de suicide assisté. En Belgique, d'euthanasie. Les deux pratiques sont différentes. Dans le cas du suicide assisté, c'est le patient lui-même qui déclenche sa mort et non un tiers, comme c'est le cas pour l'euthanasie. Devrait-on pouvoir choisir sa fin de vie ? Peut-on demander le droit de mourir ? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires nous intéressent. Nous sommes là pour vous écouter. Et on vous écoute au 39 21, 50 centimes la minute. On a le plaisir de vous lire également Twitter, hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. 15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Et nous accueillons Monique. Bonjour Monique, soyez la bienvenue au 39-21 sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Olivier. Quel âge avez-vous Monique et d'où nous appelez-vous ? Alors, je vous appelle des Pays de Loire et je vais avoir 68 ans à la fin de l'année. D'accord. Alors, en 1982, votre maman était atteinte d'un cancer généralisé de l'ovaire et elle a demandé au cancérologue qui la suivait de pratiquer une euthanasie. Comment avez-vous vécu cette décision ? Eh bien, ça a été extrêmement difficile parce que je savais que ma maman allait mourir, effectivement, mais c'était une décision qui lui était propre. Elle avait choisi en pleine conscience, elle avait fixé elle-même les règles et elle avait obtenu de son cancérologue cet accompagnement sans lequel elle n'aurait pas pu partir, je dirais, relativement facilement. En 2002, c'est votre mari qui vous a demandé de l'aider à mourir. Il avait un cancer du pancréas. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsqu'il vous a demandé ça En fait, c'était le deuxième épisode que vous avez vécu. Avez-vous hésité ? Hésiter, oui, bien sûr. Je me suis posé beaucoup de questions parce que c'était accepter son départ, c'était accepter accepter qu'il préfère lui partir plutôt que de continuer à subir cette souffrance épouvantable, cette souffrance physique et puis cette perte d'autonomie et ce qu'il considérait aussi comme une perte de dignité. Donc ça, c'était terrible. Et puis, oui, accepter de le laisser partir et de provoquer, moi, cette rupture entre nous, c'était très difficile. Mais j'ai vraiment considéré que c'était le plus grand geste d'amour que je pouvais avoir envers lui. Qu'avez-vous fait, Monique, alors ? Eh bien, je lui ai fait une injection. Il était médecin. Oui. Je suis infirmière. Et donc, nous savions à peu près comment procéder. Et c'est ce que nous avons fait. Vous dites qu'à l'époque, vous pratiquiez l'euthanasie compassionnelle. Pouvez-vous m'expliquer ce que c'est ? Alors, l'euthanasie compassionnelle, c'était, j'espère que ça ne se produit plus maintenant, mais je pense que si quand même. C'était une pratique, moi j'ai été diplômée en 1971 et c'était une pratique que l'on faisait dans les hôpitaux quand les médecins estimaient qu'un malade était arrivé en fin de vie, qu'ils constataient éventuellement que les patients souffraient beaucoup, qu'ils arrivaient en fin de vie,
que éventuellement il y avait une demande des familles pour mettre fin à leur souffrance, on nous demandait de brancher des perfusions de produits létaux et ça endormait nos patients et ils mouraient. C'était illégal, en fait. Bien sûr, c'était illégal, mais tout le monde sait en France que ça se pratique. Ça se pratiquait et ça se pratique certainement encore. Ce qui se pratique actuellement par rapport à une sédation profonde, c'est simplement que dans la sédation profonde, le patient met plusieurs jours éventuellement à mourir parce que son organisme s'épuise, alors que les perfusions létales que l'on mettait, le patient s'endormait de la même façon et mourait beaucoup plus rapidement. Et justement, Monique, pour terminer votre témoignage, à la question devrait-on pouvoir choisir sa fin de vie, vous allez sûrement me répondre oui, mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'estime que on n'a pas le choix de sa naissance, mais la vie n'est acceptable que si c'est une vie qui permet une autonomie et une dignité totale. Et c'est pas tellement la souffrance en général qui ça fait peut demander ça peut l'être aux aussi, patients. Monique, ça peut l'être aussi. Ça peut l'être aussi, mais je pense que c'est pas plus une question de dignité. Voilà, non, c'est pas. On met tellement de choses sous le mot dignité, mais moi je dis que c'est toujours le patient. Il n'y a pas d'échelle d'acceptable ou d'inacceptable. Chacun éprouve les choses d'une manière personnelle, et c'est au patient de fixer les règles. Merci Monique pour votre témoignage. Je rappelle que vous étiez infirmière, que votre mari était médecin. Je rappelle ça parce que c'est important. Vous baignez dans la santé, vous accompagnez des gens dans leur santé et dans leur fin de vie. Donc on peut voir combien vous étiez consciente de tout ça. Dans quelques instants, nous serons avec Michel. Il a accompagné sa femme en Suisse pour un suicide assisté. Et Nicole témoigne sur le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Je travaille dans une EHPAD depuis 25 ans et la fin de vie c'est le quotidien. Alors pour moi, j'aimerais pouvoir décider quand et comment quitter ma vie. Europe 1. Nous parlons de la fin de vie. Selon vous, devrait-on pouvoir la choisir ? Vous venez nous raconter votre histoire au 39 21 50 centimes la minute. Vous échangez avec Olivier Delacroix et on parle de la fin de vie. Peut-on demander le droit à mourir ? Doit-on aider un proche en fin de vie à mourir ? Quelle est votre histoire ? On vous écoute au 39 21. Et nous avons eu Monique au 39 21 qui nous expliquait qu'elle avait eu d'abord une maman qui avait émis le souhait de mourir et puis ensuite son mari médecin qui atteint d'un cancer du pancréas lui avait demandé de l'aider à mourir. Nous accueillons maintenant Michel. Bonjour, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1, Michel. Bonjour Olivier. Bonjour Michel, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1 au 39 21. D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous, Michel ? J'ai 69 ans et je vous appelle du Var. Alors fin 2014, Michel, vous avez accompagné votre femme en Suisse où une association l'a aidée à mourir. Elle avait 60 ans et souffrait terriblement. Qu'avait-elle exactement ? Alors mon épouse Mireille a été victime d'un accident médical, une chirurgie orthopédique au pied ratée, suivie de complications multiples aux conséquences irréparables malgré deux reprises. Mireille en a conservé des séquelles neurologiques que l'on appelle des douleurs neuropathiques. D'accord. Alors elles sont d'une violence inouïe, au maximum sur l'échelle de la douleur. Elles sont permanentes, même au repos, et surtout, elles résistent à tous les antalgiques les plus puissants actuellement connus. Rien ne les soulage. Oui, la douleur était insupportable. Insupportable, oui. Alors, votre femme, comme vous me l'avez dit, était en échec thérapeutique. La médecine a été totalement démunie. Elle projetait de se suicider. Que lui disiez-vous ? Arrivez-vous à comprendre cette décision ? Oui, bien entendu. Mireille, malgré le courage et la rage de vivre de Mireille, supporter une telle souffrance est devenu impossible. Une vie de renoncement, impossibilité de travailler, plus de loisirs, plus de sorties, plus de vie sociale et familiale, de moins en moins d'autonomie. Sans aucun espoir de guérison, Mireille n'avait plus qu'une envie, mourir, seul moyen d'échapper à l'enfer qu'était devenu sa vie. Par ce témoignage, Olivier, j'aimerais vous convaincre et convaincre les auditeurs
que nous devons laisser à chacun la liberté de décider qu'à un moment donné, sa vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Vous l'avez entendu comme ça, Michel, lorsque je vous demande comment vous l'avez reçu, cette décision. C'est comme ça que vous l'avez reçue? C'est comme ça que je l'ai reçue, oui, parce que j'ai vécu avec elle, je l'ai accompagnée pendant son calvaire au quotidien. Oui. Mireille a été déclarée en échec thérapeutique, Oui. malgré une grande prise en charge médicale par un centre de la douleur, par un neurologue, malgré des multiples consultations spécialisées, des hospitalisations. Elle est arrivée à la fin d'un long parcours médical de 5 ans. Alors, tous les traitements possibles ont été systématiquement essayés sans succès. Et en échec, oui. Votre femme s'est tournée vers une association en Suisse pour l'aider à mourir. Comment on fait lorsqu'on prend une telle décision? Comment ça se passe? Vers qui on se retourne comme ça en Suisse? Vers quelle association? Eh bien, écoutez, c'est malheureux, mais la législation française accule les malades désespérés au suicide, dans la solitude. C'est dramatique, mais ils n'ont pas d'autre choix, sauf celui de s'expatrier pour aller chercher la délivrance dans la dignité. Comme vous l'avez fait, avec l'assistance de l'association Life Circle, oui. Et de 2 médecins que Mireille a souhaité mettre fin à sa vie. C'est elle qui a mis fin à ses jours? Bien sûr, c'est elle qui a mis fin à ses jours. Je peux vous raconter comment ça se passe. En Suisse, il y a 2 longues visites médicales qui sont effectuées par des médecins indépendants. Elles sont nécessaires pour certifier que la demande de mort est médicalement justifiée. D'accord. Pour s'assurer que tous les traitements possibles dans l'état actuel des connaissances médicales ont échoué, et surtout pour vérifier que la personne a conservé intactes ses facultés de jugement et de discernement et que la décision n'a pas été prise sous influence. Le feu vert étant donné, tout se passe simplement. L'anesthésiste pose une perfusion. Mireille a ouvert elle-même le robinet qui a libéré le produit létal, un barbiturique très puissant dans sa veine. Elle s'est endormie rapidement, juste le temps des derniers adieux et des mots d'amour avant de mourir doucement. Voilà. Alors, partir en Suisse, c'était trouver une réponse à cet échec, l'échec de la médecine pour soulager Mireille, et est une réponse aussi à la détresse de votre femme. Votre femme a laissé une lettre publique pour expliquer son geste. Que disait cette lettre? Eh bien, cette lettre, c'est une lettre militante. Mireille voulait témoigner, parce que ça lui semble essentiel pour faire comprendre comment le choix de mourir peut devenir à un moment donné la seule alternative possible. Incontournable. Pour une personne. Voilà. Choisir sa fin de vie, c'est ce qu'a fait Mireille. Merci infiniment, Michel, pour votre témoignage. Dans quelques instants, nous accueillerons Christophe Forêt, qui est psychiatre, psychothérapeute, spécialiste du deuil et des soins palliatifs. Et sur Facebook, Mireille nous écrit son message: atteinte de sclérose en plaques, j'ai 47 ans. Heureusement encore autonome, mais je sais que j'irai en Suisse. Si je devais perdre mon autonomie, je ne supporterais pas de dépendre de mon mari ou de mes enfants au quotidien. Europe 1. Le témoignage de Michel qu'on vient d'entendre a une résonance dans votre propre histoire. On parle de la fin de vie. Olivier Delacroix vous écoute au 39 21. Doit-on obliger des malades à aller au bout de leur agonie ou doit-on penser à l'impensable et aider à mourir? Vous avez été confronté à cette expérience de vie dramatique. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Et nous sommes maintenant en ligne avec Christophe Forêt, psychiatre spécialiste du deuil et des soins palliatifs. Bonjour, docteur. Bonjour, ma première question concerne l'euthanasie ou le suicide assisté, comme on l'appelle. Est-ce que ces deux pratiques pourquoi elles ne sont pas encore autorisées en France ? Alors qu'elles sont autorisées à côté, chez nos voisins suisses et en Belgique. Pour l'instant, il y a la loi Leonetti qui a été donc renouvelée en 2016, interdit explicitement dans le texte de loi le recours à l'euthanasie ou au suicide assisté. Il y a des raisons éthiques derrière, il y a des raisons médicales, il y a des raisons historiques. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi ceci n'est pas encore autorisé en France, parce qu'il y a peut-être à côté un développement beaucoup
beaucoup plus pertinents, beaucoup plus poussés des soins palliatifs qui doivent être proposés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas légiférer autour de l'euthanasie, du suicide assisté, mais je crois qu'il y a tellement d'efforts considérables à faire pour la qualité de l'accompagnement de fin de vie dans le cas des soins palliatifs, que c'est peut-être pour cela que le législateur a choisi de privilégier cet axe plutôt que l'euthanasie et le suicide assisté. Mais justement, docteur, on peut se poser des questions sur cette loi Leonetti. Quand, comment, à partir de sur quel barème applique-t-on cette loi? D'ailleurs, Ombline, vous avez une réaction sur Twitter avec le hashtag Europe 1 HM qui nous dit: ceux qui pensent que la loi Leonetti suffit se trompent. Ma mère, avec un cancer généralisé, a énormément souffert, même sédatée, sans pouvoir communiquer. Elle a mis plusieurs jours à mourir. Ce n'est pas ce qu'elle souhaitait. Ce témoignage-là, docteur, en fait, il montre combien il y a une marge, en tout cas une espèce de flou artistique dans cette loi Leonetti. Il y a bien sûr, mais attendez, je ne veux pas me positionner comme défenseur de la loi Leonetti ou défenseur du contre-euthanasie ni suicide assisté. Hein. C'est pas du tout mon positionnement. J'entends. Mais bien sûr, je vois bien que là, je suis pas en train de défendre bec et ongle une position qui dépend vraiment du législateur. Hein, c'est important. Mais c'est vrai que dans les situations où il y a une impossibilité de contrôler les douleurs, qu'elles soient physiques ou même psychologiques, il y a le recours à ce qu'on appelle la sédation terminale, c'est-à-dire mettre la personne, induire un coma artificiel chez la personne pour déconnecter sa conscience de la perception douloureuse, soit physique, soit psychologique. Alors, oui. Allez-y, docteur. Et donc, là, dans l'immense majorité des cas, néanmoins, bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais dans l'immense majorité des cas, cela apaise considérablement la situation, tant pour la personne que pour les proches, parce qu'il faut penser aussi que il peut y avoir, s'il y a législation, je dirais un peu en aveugle de l'euthanasie, des euthanasies qui peuvent se faire de façon à l'insu des proches. Et je travaille beaucoup avec des proches en deuil, et si on dérobe aux proches la possibilité d'accompagner la fin de vie, ça peut avoir une incidence sur leur vécu de deuil pendant des années. Donc, il faut véritablement pouvoir encadrer cela. Et j'insiste, le développement des soins palliatifs est encore très, très en retard dans notre pays, alors que pourtant, il y a des textes de loi, mais ils sont tellement méconnus. Cette loi est tellement méconnue. On ignore, par exemple, ce que c'est véritablement que la personne de confiance, les directives anticipées qui permettent de mettre noir sur blanc un refus catégorique de l'acharnement thérapeutique, alors que c'est beaucoup cela qui est une des raisons premières qui fait demander l'euthanasie. Je ne veux pas qu'on s'acharne sur moi. Or, ce texte de loi rend possible le fait de mettre noir sur blanc des directives qui sont portées par la personne de confiance, qui peut avoir valeur auprès des médecins pour dire non, il n'y a pas cette chimiothérapie, non, il n'y aura pas ce scanner, non, il n'y aura pas cette sonde pour alimenter une personne qui arrive en fin de vie. Et donc c'est un progrès. Je ne dis pas que c'est le progrès ultime et qu'il n'y aura pas dans les années à venir d'autres réflexions éthiques à ce sujet-là, mais c'est déjà des premiers pas. On avance à petits pas. On a effectivement, je crois qu'on peut bénéficier de l'expérience de la Suisse et de la Belgique qui on se rend compte qu'il n'y a pas d'excès, qu'il n'y a pas d'abus, que tout ça est très bien encadré. Peut-être c'est très bien encadré et cela évite une certaine anarchie, une certaine hypocrisie qui est pratiquée en France. On va rester en ligne avec vous, Christophe Forêt. Je rappelle que vous êtes psychiatre, spécialiste du deuil et des soins palliatifs, que vous êtes aussi l'auteur de l'ouvrage Accompagner un proche en fin de vie aux éditions Albin Michel. Vous continuerez à nous apporter vos éclairages. Dans quelques instants, nous allons accueillir Olivier. Il a accompagné la fin de vie de sa marraine qui était très malade. Et il y a Zen qui nous écrit sur Facebook: on n'a pas le choix d'exister ou choisir nos parents, donc on n'a pas le droit de mettre fin à nos vies, c'est le destin. Europe 1. Le suicide assisté ou l'euthanasie, devrait-on pouvoir choisir sa fin de vie? On vous écoute sur Europe 1 39 21. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons de la fin de vie. Doit-on laisser le choix au mourant de mourir, choisir de tirer sa référence avant l'insupportable? Cette histoire est la vôtre. On vous écoute au 39 21. Voici Sting sur Europe 1, l'album Nothing Like the Sun, et c'est Fragile. If blood will flow, flesh and steel I want, drying in the color of the evening sun.
tomorrow's rain washes stains away. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. That nothing comes from violence, and nothing ever could. For all I was born beneath an angry star. Lest we forget how fragile we are. On and on the rain will fall like tears from a star, like tears from a star. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are. On and on the rain will fall like tears from a star, like tears from a star. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are, how fragile we are, how fragile we are. Sting sur Europe 1 avec Fragile. On parle de la fin de vie cet après-midi. Comment peut-on programmer sa mort? Comment peut-on choisir de vivre une fin de vie de souffrance? Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons de ce sujet avec vous au 3921. Et nous sommes en ligne avec Olivier. Bonjour, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1 en 3921. Olivier, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous? Bonjour, donc je m'appelle Olivier, donc j'ai 42 ans et j'habite la région d'Arlon, donc au sud de la Belgique. D'accord. Bonjour à la Belgique. Alors vous êtes pas mal en Belgique à écouter Europe 1. Nous en sommes ravis. Il y a 15 ans, votre marraine a eu la maladie de Charcot, Olivier. C'est une maladie neurodégénérative qui entraîne une paralysie totale. Vous a-t-elle fait comprendre qu'elle ne voulait pas d'aide médicale? Oui, tout à fait. Donc elle-même a travaillé dans le secteur médical, donc elle connaissait directement de quoi ça retournait comme maladie. Et dès le départ, elle a dit, dès qu'on voit que je ne suis plus apte à respirer moi-même, donc je ne veux pas continuer à vivre comme ça et être une charge pour tout le monde de la famille. Et à vivre surtout comme un légume, si elle ne voulait absolument pas y arriver. Jusqu'au bout, elle s'est battue contre la maladie pour pouvoir vivre le plus longtemps possible et faire tout ce qu'elle avait envie de faire. Vous étiez à Monaco à l'époque où l'euthanasie et le suicide, le suicide assistés sont illégaux. Son état de santé ne lui permettait pas de retourner en Belgique, là où c'est légal, je le rappelle. C'est elle qui vous a demandé de l'aider à mourir? Oui, tout à fait. Donc, on était quand même fort proches au niveau familial et au niveau de beaucoup d'affinités au niveau intellectuel et philosophique. Et donc, directement, elle s'est tournée vers moi en me disant, voilà, écoute, moi, je ne saurais pas terminer ma vie comme ça, donc il faut que tu m'aides. Et c'est comme ça que moi, je me suis aussi renseigné auprès des députés qui avaient voté la loi en Belgique pour voir comment c'était possible de la faire revenir au pays. Oui. Les procédures administratives étaient tellement lourdes, en fait, que c'était quasi impossible dans les délais qui étaient raisonnables, je dirais, de faire du nécessaire pour arriver en Belgique, quoi. Alors, vous l'avez aidé, qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez contribué à ce qu'elle choisisse cette fin de mort et donc qu'elle se suicide? Donc le ressenti, évidemment, c'était quelque part de la peine, parce que c'est sûr que c'est quelqu'un de proche. Maintenant, c'était aussi un soulagement pour elle et pour nous, quoi. Oui. Donc c'était surtout une aide, vraiment un geste d'amour vis-à-vis d'elle, quoi. Comment a réagi le reste de la famille? Parce que vous dites, ça a été un soulagement pour moi, pour elle et pour nous. Parce que on en a parlé quand même pendant 4 ans au niveau de la famille, donc évidemment, pour en discuter un peu avec tout le monde. Tout le monde se rendait bien compte que c'était devenu intenable à la fin et vraiment épuisant pour tout le monde et surtout pour elle, qui n'en pouvait plus et qu'elle ne voulait pas vivre un calvaire sous respirateur, notamment. Tant qu'elle n'était pas sous respirateur, c'était pas un problème. Elle savait faire plus ou moins ce qu'elle voulait, dans le sens où elle savait encore faire du parapente avec la chaise roulante. C'était un truc extraordinaire. Mais
l'appel sur respirateur, c'était vraiment une condition sine qua non. Et au niveau de la famille, on s'en est bien rendu compte et on a travaillé avec elle tous ensemble sur notamment au niveau du suivi. C'était vraiment quelque chose qu'on a tous accepté. Et vous l'avez accompagné de la meilleure manière qui soit. Voir l'un de ses proches, Christophe Auret, je me retourne vers vous, voir l'un de ses proches en souffrance est difficile. Hein. On le sait, dans votre ouvrage Accompagner un proche en fin de vie aux éditions Albin Michel, vous donnez quelques conseils pour le vivre au mieux. Lesquels, par exemple ? Le vivre au mieux, c'est déjà le socle principal, c'est le contrôle optimal de la douleur. Et malheureusement, ce n'est pas toujours quelque chose que les médecins savent faire. On sait que 50% des médecins en France n'ont pas une connaissance pertinente, approfondie du contrôle de la douleur. Donc déjà, c'est le premier lieu, parce que si vous souffrez trop physiquement, vous n'êtes pas disponible émotionnellement, psychologiquement pour vos proches. Et il y a aussi le contrôle de tous les symptômes de la fin de vie, des difficultés respiratoires, digestives ou cutanées ou neurologiques, qui doivent pouvoir trouver de l'apaisement. Et il y a véritablement des moyens, des thérapeutiques en soins palliatifs pour améliorer considérablement et apaiser ces symptômes. Une fois que ce socle physique est du mieux possible contrôlé, là l'essentiel c'est de pouvoir se poser tranquillement avec la personne et vraiment ouvrir. C'est un peu bête de dénoncer les choses comme ça, mais c'est vraiment ça qui se passe. Ouvrir son corps, voilà. Ouais. Ouvrir son corps et son cœur pour dire vraiment tout ce qu'on n'a pas pu dire avant. Oui. Peut-être dire des paroles de gratitude. Je te remercie d'avoir fait de moi la personne que je suis maintenant, ou alors du pardon à donner. Je te pardonne pour telle attitude, ou alors je te demande pardon pour telle attitude que j'ai fait. Et parfois même, quand la personne est très très avancée, et parfois même dans le coma, on peut s'approcher de son oreille et lui dire tu peux partir si tu veux. Tu peux me laisser, ça va aller pour moi, mais c'est trop dur pour toi, tu veux partir. Et ce qui est étonnant parfois, c'est quand même des personnes dans le coma, quand on leur chuchote ceci à l'oreille, dans les 10 minutes ou dans l'heure qui partent, qui suit, ils s'en vont. Donc c'est vraiment quelque chose, même si la personne est dans le coma, continuer à lui parler. Mais en tout cas, ne pas enfermer la personne en fin de vie dans le silence. Même s'il est dans le coma, continuer à la traiter comme si elle était toujours présente et vivante et en interaction avec soi. Christophe Auret, restez en ligne avec nous. Mille merci Olivier pour votre appel et pour votre témoignage au 3921. Dans quelques instants, nous accueillerons Anne-Laurence qui s'interroge sur le choix de la fin de vie. Elle souffre d'une maladie orpheline. Adeline réagit sur Twitter. Raison éthique, médicale, historique. Moi, je pense qu'il y a des raisons financières parce qu'il n'y a aucune raison de laisser souffrir quelqu'un quand il n'y a aucune issue. Europe 1, le hashtag Europe 1, bien sûr. Europe 1. Doit-on disposer de sa fin de vie ? Peut-on choisir de mourir ? Le moment de mourir. On parle de la fin de vie avec vous au 3921. La fin de vie ou la volonté de maîtriser sa vie jusqu'à la fin. Qu'en pensez-vous ? Vous y avez été confronté. Vous nous racontez votre histoire au 3921. Vous êtes avec Olivier Delacroix. Et nous sommes maintenant avec Anne-Laurence. Bonjour Anne-Laurence, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors vous, Anne-Laurence, vous souffrez d'une maladie orpheline et vous vous interrogez sur ce choix de fin de vie. J'ai été confrontée à ce choix, oui, fortement quand j'étais plus jeune. Oui. Moi, ça s'est déclenché quand j'avais 22 ans. Bon, j'habitais un peu en Angleterre chez mes parents, mais bon, j'avais une vie de jeune fille, je dirais normale, qui faisait la fête, qui sortait, qui avait des amis, une vie bien active, mais un peu pas décervelée, mais je veux dire. On pense pas forcément à des choses très lourdes. Et puis, j'ai été diagnostiquée avec une maladie orpheline. Écoutez, sur le coup, pas de souci, quoi. Vous vous dites, on vous dit pas tout à l'époque. Petit à petit, on vous dit des petites choses. Et puis, vous vous rendez compte que le seul traitement disponible, c'est de la chimiothérapie. Mm-hmm. On vous apprend un petit peu après que vous avez 80% de chance d'être infertile. On vous dit que, c'était à l'époque, que vous ne devriez pas avoir d'enfants, oui. Que des petites choses comme ça, puis vous vous dites, vous les balayez du coin de votre tête, parce que vous vous dites, ça fait beaucoup d'informations à avoir, mais moi c'était de la fatigue, j'avais pas de douleur, mais une fatigue vraiment intense. Vous savez que quand vous êtes diagnostiqué,
on vous fait comprendre que ça va durer, vous avez une bonne chimio tous les mois, que ça risque de durer plus de 6 mois, voire 1 an. Après, vous avez tout ce qui est à côté, parce qu'il faut pallier aux effets secondaires des chimios. Vous avez été clairement dans une souffrance qui est partie, revenue, hein. Vous dites que ça a duré longtemps et à la 3e fois, vous avez commencé à vous poser des questions. Comment vous vous positionnez justement par rapport à ce choix de fin de vie? Je peux le comprendre tout à fait. Oui, mais moi, ma pensée a été nette à ce moment-là. À la fin de ma 2e poussée, on appelle ça comme ça, j'ai pris mes parents entre, je dirais, 6 yeux, et je leur ai dit, il n'y aura pas de 3e rechute. Il n'y en aura pas. Voilà. Clairement, parce que je pense qu'on est moins cruel avec les animaux. Les animaux, on les pique. Excusez-moi, hein, je veux surtout pas choquer des auditeurs. Non, mais vous êtes là pour donner votre avis. D'ailleurs, j'entends vos petits bruits qui me font penser que vous devez être dans un taxi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Vous êtes cliente ou chauffeur de taxi? Je suis patronne, ouais. Patronne, d'accord. Donc ça veut dire que vous nous appelez de votre taxi? Oui, tout à fait. Okay. Ouais. Je suis garée avec un client dans la voiture qui m'a dit non, on se pose, c'est un sujet important. D'accord. Bon, écoutez, bonjour aux clients aussi. Vous dites aussi que vos enfants, c'est pour vos enfants, hein, vous en avez 3. En fait, que vous avez tenu le coup jusqu'à maintenant. En fait, si vous voulez, pour moi, ma décision était bien claire. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de 3e rechute. Donc, j'étais prête à faire le nécessaire que, j'avais dit clairement à mes parents, donc mes proches étaient au courant. Je ne sais pas comment je m'y serais prise parce que, mais pour moi, c'était bien clair que je ne voulais pas subir ça. Je ne voulais pas faire le yo-yo et je ne voulais pas de cette vie. Voilà, c'était très clair. Je ne voulais pas de cette vie avec des chimios où vous vous retrouvez en fauteuil roulant ou en canne, où vous perdez vos cheveux, vous vous retrouvez dans la baignoire. Non, je voulais pas ça parce que j'avais plus cette énergie, je perdais tout à chaque fois, il fallait recommencer, remonter la pente, tout reconstruire, boulot, amis, je caricature, mais c'était ça. Hein. Et du coup, Anne-Laurence, en fait, ce sont vos enfants qui vous ont maintenu jusqu'à aujourd'hui? Je suis tombée enceinte. Clairement, ça a changé mon point de vue. Clairement, je me suis dit que non, je ne pouvais pas abandonner mon fils. Clairement, je ne voulais pas le confier ni à mes parents, ni à qui que ce soit d'autre. Donc, ça a un déclic où ça m'a forcé je forçais à me battre, mais c'est pas pour autant que je voulais pas me battre avant, c'est que le parcours a été très long après, même après mon fils, très long. Clairement, les traitements sont pas améliorés tout de suite. Clairement, je suis passée par des traitements qui étaient extrêmement difficiles, à vomir entre 2 clients. En tout cas, aujourd'hui, pardonnez-moi de vous interrompre, mais on a peu de temps maintenant. En fait, ça va mieux aujourd'hui. Est-ce que vous allez mieux? Non, mais j'ai heureusement un traitement qui me convient maintenant. D'accord. Et je dirais que j'ai une vie plus ou moins normale. Voilà. Ce qui repousse finalement le questionnement sur la fin de vie. Oui, mais je peux comprendre pourquoi des gens veulent le faire. Ça, c'est une certitude. Je pense qu'on devrait avoir le choix. Oui, voilà. Vous pouvez comprendre parce que vous êtes passé par la souffrance à un moment. Aujourd'hui, avec, comme vous le disiez, des traitements peut-être un peu plus adaptés. Mille merci Anne-Laurence pour votre témoignage en direct de votre taxi. Hein, j'écoute Nikos tous les matins et c'est vrai qu'il s'adresse beaucoup aussi à ceux qui sont dans les voitures. Ouais. C'est vrai que j'y pense souvent finalement à tous ceux qui sont en voiture et chez eux aussi à écouter Europe 1. Dans un instant, nous accueillerons Sylvette. Elle a aidé sa mère à mourir illégalement, mais a eu très peur. Jusqu'à 16h, nous parlons de la fin de vie, du droit à mourir. Vous avez dû affronter ce moment d'une extrême souffrance. On vous écoute au 39-21. On vous attend et vous écoute au 39-21. Devrait-on avoir le droit de mourir légalement en France? Vous avez été confronté à cette terrible situation, ce terrible choix. On parle de la fin de vie avec Olivier Delacroix. Vous restez avec nous. Tout de suite, Oshi avec Femme à la mer. Plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois.
vie sur Europe 1, on écoutait Femmes à la mer. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous vous demandons si nous devrions avoir le choix de notre fin de vie, le choix de mourir. Pour conclure cette émission, nous avons avec nous Sylvette. Bonjour Sylvette, soyez la bienvenue au 39 21. Oui, bonjour Olivier. Bonjour, quel âge avez-vous Sylvette ? Je vais avoir 71 ans. 71 ans. Alors, votre maman est décédée il y a 6 ans. Elle souffrait de la maladie de Parkinson. Vous dites qu'elle ne voyait pas l'intérêt de rester sur Terre et qu'elle avait écrit dans ses directives anticipées ne pas vouloir d'aide médicale. Qu'est-ce que ces directives anticipées ? Les directives anticipées, c'est en fait écrire ce que l'on ne souhaite pas quand on va être au moment de mourir. C'est-à-dire, par exemple, elle, son cas, c'était qu'elle ne voulait pas s'il n'y avait aucun espoir de retour à une vie consciente et autonome, on lui procure une mort immédiate. C'était clair et net. Mais est-ce qu'il y avait des solutions spécifiques auxquelles elle faisait allusion dans ces directives anticipées ? Pas du tout. Pas du tout. Alors, votre maman a décidé de mourir et vous a demandé votre aide pour cela. Vous avez fini par trouver un médecin qui a accepté de vous aider. Vous dites que la clandestinité a été encore plus dure à vivre que le fait que votre mère vous demande de l'aider à mourir. Qu'entendez-vous par là ? Vous aviez peur de vous faire arrêter ? Exactement, parce qu'on vous demande de n'en parler à personne, on vous demande d'essayer d'être le plus discret possible. Moi, ma maman, je l'ai sortie de l'hôpital, j'ai été obligée de prendre une location dans une résidence de vacances. Oui. Donc, toujours la peur d'être dénoncée, peur de la police, peur de la prison, peur de tout, quoi. Parce que vous savez que ça va être fait dans la clandestinité. Ça se fait toujours le soir, à 21h. Oui, c'est très dur. Ce médecin qui vous a apporté son aide, en fait, est-ce qu'il vous a ensuite accompagné un peu, parce que je suppose qu'il vous a aidé pour aller au bout des volontés de votre maman, mais ensuite, est-ce qu'il vous a accompagné ? Complètement, il est devenu mon ami. D'accord. Il m'a accompagné jusqu'au bout, mais il n'y avait pas que lui, il y avait aussi une infirmière. Est-ce qu'ils avaient peur, eux aussi ? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas, non. Lorsque vous avez fait tout ce qu'il fallait pour que votre maman parte, elle était consciente du moment ce soir-là. Elle était participante à tout cela ? Complètement consciente. Le docteur lui a proposé la question : voulez-vous changer d'avis ? Elle a dit : oh non, docteur. Christopher Fauré, lorsque l'on entend le témoignage de Sylvette, qu'est-ce qui vous inspire, ce témoignage d'ailleurs ? Ce qui m'inspire vraiment, c'est que là, la clé est entre les mains, non pas des médecins, mais des législateurs, parce qu'on voit qu'il y a des médecins qui peuvent accepter ou pas de pratiquer le geste d'euthanasie. Mais que nous ne sommes pas dotés pour le moment d'outils juridiques qui permettent justement de ne pas rentrer dans cette clandestinité, dans des conditions parfois qui sont beaucoup plus traumatiques que s'il y avait un cadre légal. Donc, inspirons-nous, tirons les enseignements de ce qui se passe en Belgique et en Suisse. Je ne dis pas qu'il faut reproduire la même chose, parce que il y a sûrement des ajustements, mais c'est vraiment entre les mains du législateur pour se poser les vraies questions sans langue de bois, en affirmant, en regardant la réalité en face telle qu'elle est, pour éviter de la souffrance inutile. Et je suis assez confiant que dans les années à venir, notre pays va évoluer vers quelque chose qui sera une solution française adaptée, qui répondra aux besoins des personnes et éviter toutes ces souffrances inutiles. Mille merci pour votre optimisme et vos éclairages, Christophe Fauré. Je rappelle que vous êtes psychiatre et spécialiste du deuil et des soins palliatifs. Merci pour votre témoignage. Merci à Sylvette, merci à Anne-Laure, à Monique, à Michel, à Olivier de nous avoir apporter leur témoignage, nous raconter leur histoire. C'est la fin de cette émission. Il semble que vous soyez nombreux à vouloir aider un proche qui souffre terriblement, à mourir, à l'aider à partir dans la dignité. Mais c'est aujourd'hui interdit en France, on l'a bien compris. Le débat sur la fin de vie revient régulièrement dans l'actualité, mais ne semble pas trouver de consensus entre ce que veulent les Français et la loi qui interdit l'euthanasie. Ce qui ne l'empêche pas, on l'a vu, d'être pratiqué par certains médecins malgré tout. Il existe les directives anticipées, ça c'était Sylvette, que toute personne majeure peut écrire pour préciser ses souhaits concernant sa fin de vie et qui aidera les médecins dans leurs décisions sur les soins à donner. Vous pouvez bien évidemment, comme vous l'avez fait tout au long de cette émission, continuer à en débattre sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux. Et si vous le souhaitez, vous pourrez continuer d'échanger ce soir avec Sophie Peters. Retrouvez la libre antenne d'Europe 1 de 22h30 à 1h du matin. Europe 1.